The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, c'est Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi Mathieu. Salut Rémi. Salut Paul Gara, merci de me recevoir. Comment tu vas? Eh ben ça va très très bien. Je crois qu'on ne peut mieux. J'ai que des bonnes nouvelles en ce moment, donc tout va bien. Voilà, ça fait du bien parce que c'est des bonnes nouvelles en ce moment, on les prend, on est content d'en avoir en général. Bah, je suis généralement positif. Donc ça. Rémi, tu es l'auteur de Ancient Knowledge, qui est sorti il y a à peu près un mois au moment où on enregistre cette interview, donc je pense que c'est en octobre, fin septembre, début octobre. Ouais, c'est ça, le 29 septembre. 29 septembre, donc il est sorti chez Yellow. C'était un jeu qui était assez attendu puisqu'il avait été gagnant du Sablier d'Or, je pense, en début d'année. Ouais, c'est ça. Donc il y avait de bonnes attentes sur le jeu. Ouais, c'est ça, le Sablier d'Or, c'était le jeu le plus attendu de un monde de jeux. Ils avaient fait un sondage et puis c'était lui qui était arrivé en tête. Et donc j'étais un peu surpris et content. Avant de parler un peu plus du jeu, on va aussi apprendre à te connaître un peu mieux, puisqu'en fait c'est ton premier jeu, donc on n'a pas forcément encore beaucoup d'interviews, même si tu as publié un carnet d'auteurs sur la création du jeu qui est hyper intéressant et que je conseille à tout le monde d'aller consulter. Et ensuite, on parlera après de tes futurs projets autour d'Ancient Knowledge et puis d'autres projets, bien sûr. Mais avant de commencer, je voulais savoir un peu comment tu te définirais toi en tant que joueur. Moi, en tant que joueur, j'ai commencé... en fait, j'ai joué un peu tout le temps. Dans ma famille, il y avait pas mal de jeux. C'était des petits jeux, mais pas forcément les La Bonne Paye et Monopoly. Il y avait quand même des jeux un peu plus poussés, genre les Rescapés de l'Atlantide. Ça a été réédité, je crois, en Survive, je crois, actuellement. Et j'ai fait plein de petits jeux comme ça. Donc j'ai toujours été un peu bercé dans les jeux. Mais la vraie première claque ludique que j'ai eue, ça a été, je crois, quand j'avais 20 ans. Et c'était quand Carcassonne est sorti. Là, j'ai découvert Carcassonne et en fait, j'ai découvert tout le monde du jeu moderne. Et à partir de là, j'ai pris tout le top 100 BGG et j'ai regardé les jeux qui m'intéressaient le plus. J'ai acheté tout le top 10 et j'ai fait jeu sur jeu, quoi. Et du coup, au début, mon profil, ça a été plus jeu expert, parce que bon, BGG, c'est plus porté sur de l'expert. Oui. Et là, plus j'avance, je pense que c'est peut-être le fait que je crée des jeux, mais plus j'avance, plus je vais plus vers les bonnes idées plutôt que expert ou pas expert, quoi. J'aime bien tout ce qui est créatif, tout ce qui est un peu innovant. Du coup, je suis assez éclectique. Tu te rappelles un peu de ce top 10 BGG de l'époque ou pas du tout? Est-ce qu'il a beaucoup bougé? Enfin, tu le sais ou... Ouais, il a beaucoup bougé. À l'époque, c'était Puerto Rico qui se battait la première place avec Agricola, je crois. Il y a Twilight Struggle qui a fait une incursion, qui est passé premier pendant pas mal de temps. C'est à peu près cette époque-là. Ouais, et puis je crois que c'est un moment, c'est Pandemic Legacy qui a dû tout un peu chambouler. Et là, c'est même le top 100 un peu a tout changé un peu. Et tous ces jeux-là, Puerto Rico, Agricola, c'est des jeux qui ont été importants pour toi en tant que, enfin, dans ton parcours de joueur et aussi après dans ce que tu as eu envie de faire dans le jeu de société en tant qu'auteur? Ouais, c'est clair. Puerto Rico beaucoup. Enfin, en fait, c'est tous les jeux que j'ai le plus joué. Je dirais que c'est Puerto Rico, Race for the Galaxy, Agricola, j'ai aussi beaucoup joué, Le Havre. Je les ai pas tous en tête là, mais ouais, tous ces jeux-là, en fait, tout le top 100, en fait, c'est pas mal aussi Dice Tower qui avait fait ma culture ludique. Donc je suivais un peu leur top aussi, ce qu'ils aimaient bien comme jeu, et puis c'est un peu eux qui ont tout drivé, quoi. Donc tu dis que tu découvres le jeu de société à 20 ans. Si j'ai bien cru comprendre, c'était il y a à peu près 15 ans, c'est ça? Ouais, je crois que c'est à peu près ça, ouais. C'est quand j'étais à Montréal à l'époque là. Et c'est Carcassonne, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que tu as tout de suite l'idée de créer des jeux ou c'est venu bien après en fait? C'est venu, j'avais fait un prototype, je crois, un an après Carcassonne, enfin un an après que j'ai découvert Carcassonne. C'était un chacun pour sa peau, un gros jeu de combat et tout. Ça a jamais vraiment bien marché, mais là, ouais, c'était mon tout premier jeu. Mais en réfléchissant même mieux, je me rappelle qu'en fait, les jeux qu'avait mon père quand j'étais petit, je jouais avec mon petit frère et il y avait par exemple Zargosland, c'est un gros jeu avec un livret de règles de 22 pages. Et plutôt que de me coltiner les règles, j'inventais les règles et je jouais contre mon petit frère. Donc c'était assez simple de gagner. D'accord. mais, mais ouais, genre mon esprit, je pense, créatif
Il a toujours été un peu là, je crois, pour les jeux. En fait, tu réutilisais le matériel du jeu et tu crées un nouveau jeu avec, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'était asymétrique. C'est ma faction qui était la meilleure, quoi. C'était un peu ça. Donc voilà. Donc tu es, je l'ai dit en introduction, hein, tu es l'auteur de Ancient Knowledge, qui est un jeu qui est dans la gamme expert chez Yellow, dont les illustrateurs sont Pierre Pless, Adrien Rive et Émilien Rotival. On va les citer quand même. Un jeu expert qui a eu cette particularité d'être peut-être enfin prévu en termes de timing un peu moins que beaucoup de jeux experts, parce il est annoncé pour 75 minutes et pour moi, c'est une de ses caractéristiques, c'est que c'est un jeu très ramassé. Enfin, je sais pas si le terme est vraiment bien choisi, mais je trouve qu'il illustre ça, c'est que c'est un jeu assez dense au niveau du rythme. Ce jeu-là, tu dis que tu en as eu l'idée, enfin que c'est un jeu qui a pris du temps dans son développement. Pour toi, l'idée, elle a pris du temps. Je comprends que il y a eu presque 10 ans qui se sont écoulés entre la sortie du jeu et le moment où tu en as eu les premières idées. Moi, je dirais il y a eu 6 ans à peu près, 6-7 ans, entre la toute première D'accord. idée. En fait, à la base, ça partait d'un documentaire que j'avais vu sur les pyramides, qui parle un peu documentaire, comme on dit. Et du coup, j'avais essayé de voir ceux qui disaient que c'était n'importe quoi, d'autres qui disaient que c'était bien, tout ça. En fait, parce que j'aime bien croiser tous les avis. Et donc, en faisant ça, je me suis documenté à fond sur les anciennes civilisations. Et en fait, au début, je voulais en faire un bouquin. On m'a dit, bah non, fais pas un livre, c'est un peu ennuyant, les gens lisent plus, fais plutôt un jeu, t'aimes bien les jeux. Et du coup, l'idée première, ouais, elle est partie de là. Alors j'avais listé, Donc c'est la thématique qui a guidé le jeu. ouais, c'est ça. C'est à peu près, jusqu'à très récemment, c'est toujours ce qui a guidé un peu mes créations, c'est toujours la thématique, et je me base de la thématique pour faire la mécanique, quoi. Ouais, ce qui est amusant parce que souvent dans le jeu expert, on parle beaucoup de jeux où c'est la mécanique qui l'emporte et où les thèmes sont plaqués. Là, c'est vraiment un autre cheminement. Pour toi, c'est la thématique qui a été enfin, l'élément déclencheur pour la création du jeu. Ouais, c'est ça. Et après, on peut pas vraiment dire que la thématique est hyper présente dans cette knowledge, parce que ça reste quand même que des cartes et tout ça. Mais en fait, sans cette thématique, j'aurais jamais eu l'idée du twist mécanique, ça c'est sûr et certain. Parce que le temps D'accord. qui passe, tout ça, ouais, j'en aurais pas eu l'idée, quoi. Ouais, donc Ancient Knowledge, c'est un jeu expert. On va avoir des cartes, beaucoup de cartes que l'on va pouvoir poser, mais également qui vont nous servir de monnaie. En fait, c'est l'élément principal du jeu. Elles vont avoir aussi des effets. Donc les cartes vont avoir cette particularité en fait d'évoluer dans notre tableau building et passer de cette phase où elles sont dans notre ligne de temps vers le déclin. Et ça fait que ça fait un tableau building qui est assez évolutif. J'ai vu, et bon, je m'en suis douté en y jouant, mais j'ai lu après que une des grandes inspirations, c'était Race for the Galaxy. Et on le ressent parce qu'aussi Ancient Knowledge, c'est un jeu de course, comme Race for the Galaxy. Hein, et c'est un jeu où les cartes sont primordiales et toutes tes cartes, en fait, les cartes tu vas les activer à des moments clés. Là, c'est pareil, hein, selon les phases. C'est vraiment ta grosse inspiration. Tu es très fan de Race for the Galaxy? Ouais, ça a été vraiment En fait, c'est le moment où j'ai commencé à créer le jeu. C'était mon jeu top 1 de tous les temps, où j'enchaînais les parties. Ça dure pas très longtemps en plus, donc ça va vite. Je sais pas, j'ai dû faire des centaines de parties, peut-être 300, 400. Et oui, en fait, j'ai toujours été fasciné. C'était la pureté du game design, où en fait, il y a juste des cartes, une seule ressource, et puis en fait, plein de possibilités, de choix différents à chaque fois, des axes de développement différents. Et donc, en fait, et puis le choix simultané d'action aussi, j'aimais bien. Et c'est pour ça la toute première version d'Ancient Knowledge, elle ressemblait vraiment beaucoup, beaucoup à Race for the Galaxy. C'était un peu plus capillotracté, mais ouais, il y avait aussi action simultanée, tout ça et tout. Mais vu que ça ressemblait trop à Race for the Galaxy, bah, les éditeurs étaient pas trop chauds. Et Mhm. c'est là que j'ai arrêté le développement pendant presque 2 ans. Et j'ai repris le développement, ouais, 2 ans plus tard, un peu la tête vide, où j'ai tout vidé pour reprendre à tout remettre à plat, en gros. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la frise de temps qui se décale, avec tous les monuments qui se décalent en fonction du temps. Donc là, j'avais plus trop de boulot quand j'ai eu la mécanique, parce que j'avais déjà tout à la recherche historique des monuments, un peu certaines synergies entre les monuments que j'avais déjà.
Mais j'ai pas enlevé le sel de Race for the Galaxy qui est une seule ressource, une installation en 3 minutes et un gros paquet de cartes, quoi. C'est ça. Et aussi une grosse rejouabilité. Et puis le fait, voilà, ce qui a donné naissance à plein de jeux derrière, hein, tous les jeux où il y a beaucoup de cartes, où les cartes servent à tout, c'est vraiment beaucoup de jeux inspirés, même si après ça prend son indépendance, en fait, ça sait que ça s'affranchit de Race for the Galaxy. Et l'aspect course aussi que tu as gardé, c'est quelque chose qui est, moi je trouve vraiment la caractéristique presque de Unchained Knowledge, c'est ce côté course qui est un petit peu caché quand on le découvre. On pense que ça va être un jeu de combo de cartes. Et en réalité, la course, je trouve qu'elle est primordiale dans le jeu. Ouais, et ben, je crois que t'as bien cerné le jeu parce qu'en fait, ça, c'est souvent les joueurs qui vont le découvrir en salon à 4. Déjà, c'est pas forcément les meilleures conditions, mais en plus, ils voient pas cet aspect course, comme tu dis. Et en fait, bah, du coup, ils vont jouer, prendre plein de cartes au centre, les cartes connaissances qui sont pas posées des monuments. Et en fait, ça rallonge la partie parce que moi, en fait, s'ils jouaient contre moi ou contre un joueur qui est habitué, ils ont aucune chance parce que ouais, c'est une course, quoi. Il faut poser le plus de monuments possible le plus rapidement en optimisant chacun de ses coups. Et ouais, plus on y joue, plus on se rend compte de ça, quoi. C'est pas si évident au premier abord, ça c'est sûr. Mm. Mais ouais, c'est clair qu'elle est présente. Bah, les combos de cartes, hein, je te pose la question, mais j'imagine que pour trouver l'équilibre des cartes, ça a été compliqué ou comment tu l'as fait? Est-ce que tu avais un tableur Excel? Enfin, on parle souvent de ça, hein, des tableurs Excel pour aider à bien équilibrer toutes les cartes. Est-ce que c'était le cas ou t'as utilisé une autre méthode? Bah là, j'ai fait plus la méthode de l'essai-erreur parce que en fait, le jeu, comme les joueurs y verront, il y a vraiment des cartes puissantes parce que j'ai essayé de faire des cartes qui ont tous des pouvoirs un peu intéressants. Bon, ça dépend des moments et du timing et de notre stratégie, mais elles sont tous intéressantes une fois dans notre vie, comme on peut dire. Euh, mais donc du coup, vu que c'est des effets très puissants et des effets très divers et éparses, c'est très dur de mettre ça en tableur Excel. Parce que les pouvoirs Mm. sont tellement différents que quel curseur on doit bouger ou pas, c'était très compliqué. Donc en fait, bah, ça a été que partie après partie. J'ai dû faire même avant la signature, je pense que j'ai déjà dû faire 350 parties peut-être avec un ami où à chaque fois je changeais des petites choses. Et ça a été super cool en tant que pour le game design, ça a été trop cool parce que sur une carte, il y a beaucoup d'infos, il y a son pouvoir que je pouvais changer, de rendre plus fort, il y avait aussi son endroit où il arrive sur la frise, le nombre de points qu'elle avait, le nombre de savoirs qu'elle arrive dessus. En fait, j'avais vraiment beaucoup de leviers, en fait, et De ça a été possibilités? ouais, Ouais. ça a été hyper intéressant de faire ça. Puis ça a été vraiment ouais, essai-erreur, essai-erreur, et à chaque fois, Mm. il y a des cartes que je voyais que je jouais jamais, donc je les virais, il y en a d'autres qui étaient trop fortes, je les nerfais, comme on dit, et voilà, c'était super intéressant. Ces cartes, donc, elles ont des effets qui vont se combiner, qui vont se déclencher en fonction de certaines étapes du jeu. Bon, je pense que là, on retrouve aussi l'affiliation avec Race for the Galaxy. Ce qu'on retrouve moins, tu l'as dit, hein, tu as supprimé cet aspect de guessing qu'on a dans Race. Souvent, j'ai eu des retours de personnes qui disent que Unchained Knowledge est un jeu qui a peu d'interaction. Et il y a quand même l'interaction indirecte de la rivière, des cartes connaissances, hein, où on peut quand même comment dire, avoir des effets sur le jeu des joueurs. Mais j'ai l'impression que aussi, il y a, on le disait, la course qui est très importante dans le jeu, qui est vraiment pour moi est plus primordial que l'espèce de moteur qu'on pourrait construire qui est pas vraiment un moteur. Est-ce que tu penses que c'est une interaction avec beaucoup d'ascendant psychologique? J'ai l'impression que l'aspect course fait ça, c'est-à-dire qu'on va mettre la pression aux autres. C'est-à-dire que les autres voient qu'on construise nos monuments, que nos monuments vont arriver comment dire, dans notre passé. Et finalement, eux, ils ont la pression et c'est ça qui va les pousser presque à faire des erreurs, à vouloir poser d'autres choses, mais peut-être pas les bonnes choses. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête, cette espèce de petite pression psychologique qu'on pouvait mettre aux autres? Ouais, bah ça c'est clair que l'interaction elle est pas du tout directe, c'est que de l'indirect dans Ancient Knowledge. Moi ça me plaît, ça peut ne pas plaire, mais c'est clair que souvent ce qui est sous-estimé, c'est comme tu disais l'aspect course, elle est toute là l'interaction. C'est pour ça que moi je le préfère à deux, c'est parce que je peux vraiment voir exactement où en est mon adversaire. Et oui, on met des coups de pression. Tiens, je mets 4 monuments parce que toi t'es un point en retard, je vois que t'as pas beaucoup de cartes en main. C'est sûr qu'en fait, un bon joueur dans cette knowledge, il peut difficilement perdre, je pense, contre quelqu'un
qui peut pas regarder ce que l'autre fait et savoir en deux trois coups d'œil où l'autre en est en fait. Savoir est-ce que je dois terminer plus là si je laisse la game continuer, il va faire trop de points, faut que je rush. Il y a vraiment beaucoup. C'est l'aspect timing, je trouve, où l'interaction est la plus grande. Elle est vraie aussi. Les cartes connaissances au centre, mais quand même moins présente. Mais ouais, comme tu dis, c'est bien dit en tout cas. C'est l'interaction, elle est sur le timing, le rush ou pas, quoi. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment ça que j'avais beaucoup apprécié. C'était cette sensation de pression qu'on met aux autres. En fait, pour tout te dire, quand j'y ai joué à Octogone, c'était ma deuxième partie, j'y avais des jouets à jouer la première fois, et la première fois, bah, je n'avais pas mesuré l'aspect course. Et quand j'ai joué la deuxième fois, je le savais, et j'ai vraiment été rushée, et je sentais que mes adversaires, elles me disaient, mais t'as déjà autant de monuments, et je pense que de fait, je les poussais à faire des erreurs de jeu. Et j'ai trouvé ça assez bien fait, en fait, parce qu'on peut vraiment quand même, on voit quand même bien l'avancée des autres. Et j'ai trouvé que c'était un jeu de pression psychologique assez fort. Bah, c'est marrant parce que il y a une personne qui m'a contacté sur BGG et il m'a demandé, en fait, vu que là maintenant en ce moment il est sur Board Game Arena en alpha, il m'a demandé si je pouvais faire une partie avant qu'il fasse sa review finale contre lui. Et en fait, j'ai joué contre lui, j'ai gagné les deux un peu de loin. Et puis sa réaction, ça a été ah ouais, bah c'est ça que je voulais vérifier. Ah ouais, il y a de la pression, il y a de la tension, parce qu'en fait la tension, elle est pas. On est blindé de cartes dans le jeu, on va en piocher plein, c'est pas forcément ça le problème. Mais la tension, elle vient ouais vraiment que de ça quoi. Et quand il a vu quelqu'un qui connaissait le jeu, il n'arrivait pas à faire exactement ce qu'il voulait. C'est là qu'il a dit ah bah ouais, ok d'accord. Il a mieux compris le jeu à ce moment-là. Un autre point du jeu, c'est ce côté vieillissement. L'idée de faire vieillir ses cartes. Et ça, j'ai compris que c'était un point du jeu qui est arrivé beaucoup plus tard dans le développement. Enfin, en fait, c'est ce qui t'avait même débloqué, si j'ai bien compris, sur le game design du jeu. C'est pas finalement le temps qui passe. Je trouve que c'est pas si utilisé que ça. Bon, on a en tête Paper Tales, mais il n'y a pas tant de jeux comme ça où les cartes, elles ont... voilà, dans le tableau building, souvent on pose nos cartes et c'est un peu immuable. Il y a d'autres jeux qui t'ont inspiré pour ça ou c'est vraiment une idée qui t'est venue à un moment qui a débloqué tout? Ouais, c'est vraiment une idée qui m'est venue comme ça, parce que je crois que bah, l'idée est venue, je pense, avant Paper Tales. Et j'ai même pas fait le lien, je pense, à l'époque, quand j'ai joué à Paper Tales, j'ai même pas fait le lien avec mon jeu. Et je crois qu'il y en a d'autres qui font un peu ça. Comment ça s'appelle c'est un jeu en post-apo, en construction de tableau, je sais plus c'est quoi son nom. Eh ben j'ai plus le nom. Ça, c'est ma mémoire, je vieillis. Euh, mais il y a un jeu ouais, en post-apo qui fait un peu la même chose, on met des compteurs sur les cartes et au bout d'un moment elles vieillissent et on peut plus les utiliser. Mais je pense ouais, Unset Knowledge c'est peut-être le seul qui le fait où c'est vraiment physique quoi. Oui. Il y a une frise du temps et ça se décale et du coup en fait quand j'ai commencé à avoir eu l'idée là, ça m'a même donné d'autres idées où en fait ça peut représenter plein de choses. Imaginons on fait un jeu, bon ça serait peut-être pas le plus intéressant, mais on peut faire un jeu par exemple sur la vie, et puis moi je vais dire, bah tiens, je fais des études, ça va me prendre 5 tours, donc je vais poser ma carte en 5. L'autre il dit, bah non, moi je vais travailler direct, bah, je vais la poser en 1. En fait, je trouve que c'est un moyen, peut-être que je lui réutiliserai ce système dans d'autres jeux, quoi. C'est peut-être. Et j'ai retrouvé le nom du jeu, c'était 51 States, où ça fait un peu pareil. Ah, le jeu de... Ouais, c'est pas le jeu de Ignace Trevicek, voilà, c'est ça, qu'il c'est a refait en Imperial Settlers? Ouais, Ah c'est oui, ça. exact. C'est ça. Et celui-là aussi, je crois il y a des petits pions que tu mets sur tes cartes et bah, c'est plus comme Paper Tale, quoi. Ouais, parce que d'autres jeux où il y a cette idée-là, bah, il y a Descendance en fait, hein, où tu fais mourir Ouais. tes ouvriers. Et après, je pense que c'est peut-être Solkin où tu fais tourner ta roue et où tu vas effectivement. Enfin, ça va avoir un effet sur l'action que tu vas faire. Mais c'est fait différemment parce que c'est plutôt que tu charges l'action, en fait, tu la rends plus puissante. Là, c'est plus presque l'effet inverse, ça s'étiole petit à petit. Ouais, Moi, c'est je trouve ça. que c'est une idée super intéressante et en plus, du coup, qui cadre avec le thème et où, comme tu le dis, le fait de l'avoir en physique, t'as cet aspect visuel, je trouve, qui est très bien. Enfin, comment dire, on a vraiment la sensation du temps qui passe. Oui, il y a aussi ces tablettes qu'on pose sur les cartes, qui viennent avec les cartes et qui, si elles passent dans le tablet, si elles passent dans le passé, sont des points négatifs. Alors que souvent, ce qu'on pose sur les cartes, c'est plutôt des points positifs. Ça aussi, c'est venu avec l'écoulement du temps ou tu l'avais déjà dès l'origine quand tu as créé les cartes? En fait, ça, c'est venu un peu intuitivement. Mais en fait, ça, c'est. Bah, si jamais il y a des auteurs, des jeunes auteurs qui nous écoutent, faut toujours
pas prendre c'est un conseil c'est qu'il faut pas prendre les refus des éditeurs comme des mauvais. Moi, en fait, tous les refus d'éditeurs, ça a été des conseils pour moi. Et je me souviens, c'était Silex qui avait bien aimé le jeu, mais qui m'avait dit, ah, on voit pas trop sur les cartes ce qui se passe. Et lui, il m'avait conseillé de mettre des petits bonhommes sur les cartes, et puis que peut-être qu'il fallait les sauver avant que notre civilisation s'éteigne ou tout ça. Et je crois que c'est revenu au moment où j'ai vu cette file du temps qui passe, cette frise du temps. Et du coup, j'ai implémenté ça. Et au début, c'était même des petits bonhommes que je mettais sur les cartes. Et puis au bout de 2-3 tests du proto, je me suis dit, bah non, c'est pas logique que ça soit des hommes qui meurent comme ça. Et du coup, je voyais plus des tablettes de savoir, quoi. Et du coup, à la base, ouais, c'est un melting pot de plein d'idées, mais c'est la personne de Silex qui m'avait donné ce petit conseil. Mais ouais, c'est pas commun qu'une ressource devienne négative comme Oui. ça. Mais ouais, ça a été vraiment intuitif. C'était pas vraiment voulu à la base, quoi. En fait, parce que souvent, moi, je teste de manière mécanique enfin, je prends des cartes même blanches et puis je pose des petits jetons dessus et c'est comme ça que mes idées viennent le mieux. Donc ouais, je pense que c'est comme ça que c'est venu un peu intuitivement, quoi. Ouais, parce que c'est pas commun, parce que souvent, voilà, on pose dans les jeux, on a intérêt à poser, ça fait des points en fin de partie, et là, c'est carrément le contraire, donc c'est assez, j'ai trouvé ça assez amusant que ça inverse, en fait, ce qu'on fait intuitivement dans la plupart des jeux, quoi. Tu parlais de Silex à qui t'avais présenté le jeu. C'était, j'ai bien compris, t'étais allé à Paris et Ludique et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que t'avais présenté le jeu à d'autres éditeurs Ouais, c'est ça. ou c'était déjà avant? Un peu avant, j'avais présenté à Mathieu Blaillot, qui est de l'équipe ludique maintenant, qui travaillait pour Matago, qui faisait du sourcing. Je lui avais présenté. J'avais présenté aussi, et puis ouais, à Silex, qui avait été intéressé, mais pas trop. Mais le moment là, en fait, c'était l'ancienne version où il n'y avait pas encore la frise du temps. C'était Mm. juste des monuments et c'était bien capillotracté. Je peux faire le pitch vite fait, mais les mégalithes produisaient de l'énergie qui était stockée par les pyramides. Les cités produisaient du savoir qu'on stockait sur les cartes savoir. Les artefacts, on mettait des cartes sur une grille planétaire. C'était un peu capillotracté. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a pas plu, quoi, à la base. Et ensuite, donc tu as ces contacts, mais ça n'aboutit pas. Et comment après le jeu arrive chez Yellow? En fait, c'était toujours grâce à Mathieu Blaillot. En fait, Mathieu Blaillot, il avait suivi quand il était sourceur pour Matago le jeu. Mais il avait pas trop donné suite au bout d'un certain temps. Je lui ai envoyé toutes les itérations et tout. Et puis, 2 ans plus tard, quand j'ai trouvé la mécanique qui rendait le jeu un peu euh, plus pur, je dirais, je lui ai directement envoyé. On a pris rendez-vous. Et lui, en fait, à ce moment-là, il faisait du sourcing avec sa boîte, l'équipe ludique. Et il a tout de suite aimé le jeu. Et il a dit, bah, on va te trouver un éditeur. On va te trouver un éditeur. Moi, j'ai quand même continué à chercher de mon côté. Il y a Bad Taste Game, qui est maintenant, je crois que c'est Boom Boom Games, qui m'avait dit Mm. oui, que j'avais une promesse de signature. Mais eux, ils faisaient que en France, ça aurait été à petite échelle. Et puis moi, je sentais vraiment j'avais pas envie de ça pour un projet où j'étais dessus depuis 6 ans, quoi. Enfin, depuis 4 ans. Et du coup, Mm. je me suis dit, bah, je vais m'auto-éditer, quoi. Et là, j'ai appelé Mathieu Blaillot, je lui ai dit, bah ouais, moi je pars sur l'auto-édition, je vais me mettre à ça à fond pendant un an. Il m'a dit, bah attends, je vais t'avoir un rendez-vous avec Hello, euh, mets en pause Bad Taste Game, je vais t'avoir un rendez-vous avec Hello. Et du coup, bah, c'est là, il y a eu un rendez-vous avec Hello. Et puis ça s'est bien passé, et puis un mois après, j'avais la signature, quoi. Enfin, la promesse de signature. Et à partir du moment où tu signes avec Yellow, combien de temps pour que le jeu sorte environ? 3 ans. Ouais, je crois que c'est 3 ans. En fait, il aurait dû sortir. La sortie était prévue l'année d'avant, mais en fait, ils ont décidé de faire une sortie monde d'un coup. Et au début, j'étais un peu triste parce que moi, ça faisait quand même très longtemps que je l'attendais. Mais en fait, je pense qu'ils ont pris une très très bonne décision parce que il y a eu plus de temps de développement dessus. Ils ont mis plus les moyens, le plus de temps pour préparer la sortie. Et je pense que ça a été totalement bénéfique au jeu, quoi. Mais l'attente est longue. Du coup, c'est quelque chose dont tu avais envie, cette sortie à l'international aussi, ce que t'expliquais tout à l'heure. Enfin, c'est que toi, tu voulais aussi, t'espérais avoir enfin, tu avais envie de plus pour le jeu.
Donc le fait que ça sorte à l'international, ça t'a comment dire, et puis qu'il a dû être présenté à Essen, j'imagine là récemment. Donc t'as vraiment eu Ouais. cette exposition dont tu avais envie. Ouais, ça a été un gros moment. Je pense que le premier grand moment, à part au moment où il m'annonce que Yellow prend, c'était mon premier jeu. Quand il m'annonce la première signature, là, ouais, j'ai pleuré pendant 2 heures de joie. La deuxième grand moment, je pense, ça a été quand il y a eu la review de Dice Tower. Là, moi, c'était ceux qui ont fait ma culture ludique et tout. Et là, pareil, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais trop content, quoi. Entre guillemets, mes idoles qui parlaient de mon jeu en bien en plus. Donc, là, ça a été un grand moment. Et puis, ouais, là, le moment encore plus fou, là, il y a même mon frère et des amis, ma copine qui est venue avec moi à Essen. Et là, voir le stand, tout ça, c'était trop bien, quoi. Avec l'accueil qui a été réservé au jeu, qui est très positif, tu penses continuer à le faire vivre? C'est-à-dire, évidemment, parce qu'en plus, un jeu de cartes, ça se prête aux extensions particulièrement. En fait, dans les cartons, il y avait déjà, en fait, moi, quand j'ai présenté en cette knowledge, j'avais beaucoup plus de cartes que ça. Mais j'avais déjà coupé le jeu, même en avance, parce qu'en fait, je savais qu'il y avait une version stable que j'avais beaucoup testé et qui marchait. Donc c'est là que j'ai coupé le jeu, j'ai mis un petit marqueur sur toutes les nouvelles cartes que je créais après. Du coup, avec les nouveaux tests et tout ça, j'avais déjà pas mal de pouvoirs prêts et tout ça. Donc en fait, là, il y a déjà une extension qui est quasiment partie à l'impression. Là, c'est pas tout de suite, mais dans pas beau, j'ai plus beaucoup de temps d'ailleurs. Et qui va sortir, ça sera Héritage. Donc il y aura un cinquième de cartes en plus, donc plus de pouvoirs, un peu des pouvoirs différents avec des doubles temporalités. Il y a ou des monuments qui ont des pouvoirs à différents moments. Et il y a aussi des pouvoirs un peu plus compliqués à gérer. C'est ceux que j'avais coupés dans la première version, quoi. Il y aura aussi de nouvelles cartes connaissances. Il y aura un mode solo en campagne où on pourra faire partie après partie, améliorer ses scores et tout ça. Et voilà, ça c'est la première. J'ai plein d'autres idées pour la suite. On ne sait pas encore s'il va avoir une grosse extension avec une autre mécanique. Moi, je suis pas forcément. Je pense que le mieux, c'est pour un jeu comme ça, ce qui se prête le plus, c'est de faire plus de cartes avec des petites suisses mécaniques sur les cartes, mais peut-être pas. Moi, je sais que ce qui avait tué. Peut-être pas de remanier tout le jeu, quoi, parce que... Ouais, c'est ça. Race for the Galaxy, je trouve qu'ils se sont perdus. Genre à bout de la quatrième extension où ils ont commencé à rajouter un plateau à côté. Et en fait, c'est ça, moi, ce que j'aimais dans le jeu, c'était la pureté du game design. Et du coup, faut faire attention à ça, quoi. Il n'y a pas un truc intéressant, il n'y aura pas de méga extension, quoi. Mais en tout cas, il y a de quoi faire beaucoup d'extensions. Pour l'extension, tu sais s'il y a une date à peu près de prévue pour de sortie ou pas encore? En fait, je crois savoir, mais je préfère pas dire de bêtises. Ça va être au début de l'année prochaine, un peu, enfin mi-année prochaine, quoi. Mais je préfère rien dire parce D'accord. que je vais dire bêtises. Mais c'est dans pas longtemps. On peut imaginer qu'elle sera présentée à Cannes en tout cas. Je pense qu'elle va être présentée à Cannes. Donc tu signes avec Yellow pour le jeu, c'est donc eux qui l'ont sorti et aujourd'hui il se trouve que tu travailles chez Yellow. Est-ce que ce recrutement il s'est fait pendant le développement du jeu, c'est ça? Il s'est fait, ouais, quasiment, enfin plus à la fin du développement du jeu. Ils avaient mis une annonce comme chef de projet. En fait, même avant, en fait, un peu avant ça, moi, je voulais travailler dans le monde du jeu. Et je sais que j'avais appelé Adrien Fenouillet, c'est le chef de projet sur Ancient Knowledge, pour lui demander comment on devient un chef de projet. Et puis, je crois un an plus tard, il postait une annonce chef de projet chez Yellow. J'ai postulé. Et puis, du coup, j'ai été pris et ça a été encore une belle surprise. Que des bonnes nouvelles, en fait. Et donc tu es chef de projet pour eux. Donc quelque part tu passes un petit peu enfin pas de l'autre côté même, mais tu vas aider des auteurs à développer leur jeu, c'est bien ça? Ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis mon terme juridique, ouais, c'est je suis chef de projet. Mais au début, j'ai fait beaucoup de création interne. En fait, j'étais un peu auteur interne pour Yellow. Mhm. J'ai signé 3 jeux en interne chez eux qui sortiront. Ça, je peux pas vraiment parler, mais ça sortira plus tard. Là, je me reconcentre un peu plus sur suivre des projets comme un chef de projet normal. Mais c'est vraiment super parce que j'ai eu. En fait, rien que pour parler de l'aspect au début, là où j'étais créateur interne à 100%, c'était passionnant parce que j'avais que des gens qui connaissaient bien leur métier tout autour. Donc en fait, c'est pour ça que ça a été aussi vite de signer des jeux. C'est que j'avais les testeurs à côté, j'avais les idées, ils me confrontaient à tous les problèmes et tout ça.
Et aussi, ce qui a été cool, c'était que travailler sous contrainte, c'est trop bien parce que c'est ça qui amène beaucoup de créativité. Moi, par exemple, il me disait fais un jeu comme ça, de cette façon. Moi, j'avais des contraintes et ça développait à fond ma créativité. Donc ça a été hyper intéressant. Maintenant, je sais le prix qu'on peut mettre dans les. Enfin, je vais jamais ressortir. Je vais jamais avoir une idée qui va faire sauter les devis maintenant parce que je sais un peu Oui. les ordres de prix, tout ça. J'ai une vision bien plus globale du marché. Et ça a été trop intéressant, quoi. Yellow me forme bien là-dessus. Tu veux dire que finalement, c'est des éléments que tu as intégrés, qui sont intégrés quasiment dans tes créations maintenant, parce que bah, à force de les voir d'un autre œil, voilà, ça devient presque inconscient, tu as ces éléments en tête quand tu crées des jeux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, là, si je prends l'exemple, j'ai signé un jeu, avant d'être pris chez Yellow, j'ai signé un jeu chez Studio H, c'est un jeu de pichenette avec des aimants. Et en fait, la première mouture de ce jeu, jamais j'aurais fait ça. Maintenant, jamais je ferais ça, parce que je sais très bien que bah, déjà, il y a des aimants, c'est compliqué, mais en plus, il y avait du kilo plastique dedans. C'était inéditable, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais. Maintenant, je perdrais pas le temps à faire ce premier prototype, je passerai directement au suivant, quoi. Donc, c'est formateur, quoi. Tu disais que du fait de créer en interne, ça t'a apporté d'autres contraintes, des contraintes qui étaient positives, mais est-ce que aussi tu peux avoir l'impression que ça peut parfois brider un peu ta créativité parce que tu te dis, bah, t'as une idée de jeu, mais tu te dis, ce jeu-là, enfin, il va pas correspondre à la gamme de Yellow, aux gammes de Yellow ou pas, même ils font des jeux ils ont quand même un panel de jeux assez large. Je trouve, hein, de mon point de vue, même, enfin, ils ont quand même un gros catalogue. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi entrer en ligne de compte de te dire que ça trouvera pas forcément écho dans ce qu'ils veulent? Ouais, c'est sûr. Après, là, la question se pose pas forcément parce que, en fait, vu que je crée toute la journée au boulot, le soir, je suis un peu lessivé, quoi. Donc, j'ai plus vraiment le temps de penser à mes créations internes. Des fois, j'ai des idées qui passent, je les note dans des notes. Et j'y repenserai plus tard. Peut-être qu'un jour, je rebosserai dessus. Là, récemment, je fais un peu moins de création interne, donc ça me laisse un peu plus de gages, mais j'ai d'autres jeux signés, j'ai des extensions à bosser et tout ça, donc c'est un peu compliqué là de bosser, de penser Hmm. autrement, quoi. Je prends ce que j'ai et c'est cool aussi, quoi. C'est une autre approche. Il y aura d'autres moments dans ma vie, quoi. Et pour les jeux dont tu es auteur interne, j'imagine que les droits enfin, c'est un système c'est dans un cadre où ça va être une création salariée et les droits appartiennent à l'éditeur, où tu peux garder des droits propres, en fait, pour tes droits d'auteur. Alors, d'après moi, les droits sont à l'éditeur. Moi, je touche des royautés quand même dessus. Mais les droits appartiennent à l'éditeur. Par exemple, si là je me barre demain et bah, je peux pas les vendre le jeu n'importe où, quoi. Parce que c'est comme un contrat auteur-éditeur. Ok, et pour Enchant Knowledge, c'est différent, j'imagine. Là, t'es auteur en Ouais, propre, c'est ça. puisque tu avais dû signer avant. Ouais, c'est ça. Hmm. Bah, vu que je suis en plein cœur du. Ça aussi, c'était cool, c'est que j'étais vraiment. J'ai eu de la chance parce que j'étais vraiment dans les coulisses de la sortie de mon jeu, quoi, parce que je suis rentré il y a un an et quelques. C'était au moment du rush d'avant-print de mon jeu. Et du coup, ça a été aussi cool de le voir. Mais du coup, ouais, Ancient Knowledge, lui, c'est hors. Je bosse dessus principalement hors boulot. Des fois, j'aide un peu le chef de projet quand il y a des vérifications, des petits trucs à faire. Mais ouais, ça, c'est vraiment un boulot hors travail, quoi. Même si bon, travail, tout se confond maintenant. Et tu as la possibilité aussi de créer des jeux que tu proposes à d'autres éditeurs ou tu dois une clause, souvent il y a une clause qui dit que tu dois le présenter en priorité à ton employeur, non? Ouais, ben, il y a un accord tacite entre nous qui est de. Bah, je montre en premier. Si j'ai des idées, je montre en premier. Enfin, je vais pas. De toute façon, je me verrai pas montrer pas en premier à Yellow Oui. un nouveau projet que j'aurai. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai plus trop de temps là et de cerveau disponible pour créer des nouveaux projets, des très gros nouveaux projets, quoi. J'en ai trop en cours en fait en ce moment. Donc je freine un petit peu de toute façon. Tu disais que tu avais un jeu qui allait sortir chez Studio H. Tu as d'autres sorties qui sont prévues pour l'année. Enfin, j'imagine maintenant c'est 2024 les sorties. Est-ce que tu as des sorties pour de l'année prochaine ou même 2025 Eh ben, peut-être? je pense que ça sera soit 2024, soit 2025.
J'en ai signé 2 chez Studio H. Il y a le jeu de Pitchnet aimanté dont j'ai parlé juste avant. Il y a aussi un jeu qui a un peu rien à voir, c'est un party game un peu absurde où on doit improviser des situations que j'ai signé D'accord. avec un très bon ami à moi, Adrien Fargelet. Et j'ai aussi signé un jeu chez Super Meeple. Celui-là, je pense que ça va être prévu pour SN 2025, je crois. Si on finit à temps l'équilibrage et le développement. Et ça, je suis avec Arnaud Grandsagne, c'est la chaîne Meeple on Fire. J'avais signé le jeu, il s'appelait Bankster à la base. Maintenant, ça a beaucoup changé. C'est devenu un gros euro avec des cartes, un bon gros euro. Et du coup, là, on est en plein développement. C'était compliqué, il y a plein de boulot. Mais ça, normalement, ouais, c'est prévu pour 2025, je pense. Sur ce gros Eurogame là dont tu parles, c'est plus lourd qu'Ancient Knowledge, je dirais. Ah oui, Enfin, oui, oui. j'imagine en termes de difficulté. C'est plus genre un Arc Nova, je dirais. En gros, c'est de D'accord. la pose d'ouvrier avec un gros paquet de cartes. Il y a toujours les cartes, hein, j'aime bien. Et oui, ouais, c'est à peu près du niveau d'Arc Nova, je dirais. Je dis pas en qualité, hein, j'ai pas cette prétention, mais en termes de difficulté. C'est pas évident de se lancer en fait parce que les Eurogames, on sait que c'est un peu la niche dans la niche c'est une niche dans la niche. Hein. C'est vrai que c'est des jeux qui sont où il y a moins de joueurs et joueuses forcément, avec des temps de jeu qui sont compliqués, des coûts de production souvent ils coûtent plus cher aujourd'hui. C'est évident. Enfin, tu t'es lancé sans penser à ces barrières ou c'est quand même quelque chose dont tu as conscience que c'est moins facile en fait après d'un point de vue enfin à vendre, même si on fait pas forcément on fait le jeu aussi parce que tu fais aussi le jeu, j'imagine, parce que ça t'as envie de le faire, mais il y a aussi forcément un aspect derrière marketing. Enfin, comment on vend les jeux experts aujourd'hui. C'est pas Ark Nova a fonctionné, mais il y en a beaucoup qui marchent pas en fait, hein, car qui se vendent pas du tout après. Ouais. Arc Nova, ouais, c'est un peu un ovni dans le paysage parce qu'il a plu même à des familles, quoi. En plus, c'est multifactoriel. Je pense que c'est même pas que le fait que ça soit un zoo, c'est le fait que qu'on développe toujours un truc et qu'on est content de faire notre petit zoo dans tous les cas, même si on n'a pas été très bon. Mais ouais, le temps de développement, c'est un truc de fou, quoi. Le temps que ça prend. En fait, si jamais au début, le projet était bien moins ambitieux parce que j'étais tout seul et c'était pas vraiment un jeu expert, c'était plus un peu plus dur qu'Ancient Knowledge, mais pas beaucoup plus. Et en fait, quand Arnaud Grandsagne est venu, lui, c'est un gros Eurogamer, fan de tous les Luciani et tout ça. Et du coup, lui, en fait, sans lui, le projet serait pas aussi compliqué et serait pas aussi bon, je pense. Ouais, parce que Mm. il a amené vraiment sa patte de geek Eurogamer dans le projet, quoi. Et ça, c'est clair. Il assure sur ce point, quoi. Enfin, il y a des inspirations particulières, c'est toujours plutôt tu disais jeux de cartes, mais un peu comme dans Agricola où tu as cette dualité en fait, placement d'ouvriers, mais tu as aussi des cartes en fait dans Agricola quand on joue à la version, non pas la version famille, mais la version normale du jeu. Ça lorgne un peu de ce côté-là ou c'est encore différent dans les mécaniques? Il y a plein d'inspirations, je pense. Il y a un peu de barrage, il y a un peu de. Comment il s'appelle? De Underwater City. En fait, il y a un peu la façon de. On pose un ouvrier, et en fonction de là où on l'a posé, on a le droit de jouer une carte d'une certaine couleur. Ça, je crois que c'est présent dans Underwater City. Oui. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est très tendu, c'est cool. Et c'est pas si complexe que ça au final, malgré un plateau qui fait peur, quoi. Mm. Mais ouais, c'est cool. Mais ouais, le temps de développement, pour revenir à ce que tu disais, c'est un truc. Moi, des Luciani qui sortent un jeu tous les 2 ans, enfin, ça m'impressionne. Je sais pas comment ils font. Je pense déjà ils font que ça, mais c'est impressionnant, quoi. Ils doivent avoir une équipe derrière de dev et tout ça. On en parlait souvent avec Arnaud. Lui, il comprend pas. Euh, comment c'est rentable pour un auteur de bosser 2 ans sur un jeu. Là, lui, il est dans le projet, mais il a touché juste l'avance. Et puis là, il bosse entre guillemets pour rien, des heures et des heures tous les week-ends. C'est compliqué, quoi, pour les jeux experts. Mieux vaut sortir, euh, Mm. mieux vaut sortir un tout autre jeu qui fait As d'or et puis qui met bien moins de temps, c'est sûr.
Oui, qui est oui, oui, puis avec qui a plus de risques aussi en fait. Enfin, c'est plus de risques aussi. Mais c'est bien aussi parce que je trouve que, enfin, j'ai le sentiment que en France, il y a pas tant. Tu vois, tu parlais de Luciani. Bon, moi, c'est mon auteur de jeu préféré, donc. Mais c'est l'école italienne. Et en Italie, ils font beaucoup de jeux experts. Ouais. Et on a toute l'école allemande avec beaucoup de jeux experts. Et c'est vrai que je trouve qu'en France, il n'y a pas tant d'auteurs, on n'a pas tant d'auteurs de jeux de ce niveau-là d'expertise, en fait. Les éditeurs français, ils sont un peu frileux, souvent. Ouais, bah c'est sûr. Bah là, moi, je le vois maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière. Quand on m'envoie un projet d'un gros jeu expert de 2 heures, faut déjà que le pitch m'attire, faut qu'il y ait un truc hyper intéressant qui attire mon regard, et puis il faut que la partie, ça soit vraiment ultra top, parce que sinon, ça fait 3 ans de boulot sur un énorme jeu où il y a une Hmm. cible bien moindre que n'importe quel autre type de jeu, un développement bien plus hasardeux et difficile. Ouais, je comprends les éditeurs qui sont un peu frileux là-dessus, quoi, ça c'est clair. Ça dépend. Je sais pas si si ça va venir ou pas, mais c'est vrai que ouais, je vois pas trop d'énormes jeux experts français en tout cas. Et souvent, quand on a, en fait, c'est plutôt les éditeurs français, ça va être des localisations. Enfin, tu vois, le développement interne, il n'y en a pas tant que ça qui en font. Et c'est vrai que Super Meeple, peut-être, c'est un peu. Bon, déjà, eux, ils ont quand même ils se sont un peu spécialisés, effectivement, en jeux experts. Et peut-être que c'est effectivement. Ouais, et je pense qu'il y a que Super Meeple qui fait du dev interne direct des gros jeux experts. Ouais, il y a que Super Meeple. Ils ont fait Doggerland il y a pas longtemps, qui a pris du temps, qui a un gros euro aussi, mais ouais, sinon je vois pas trop d'autres éditeurs qui font ce pari-là, quoi. Parce que moi, quand je vois Feuerland, c'est les éditeurs Arc de Nova. Dark Nova, par exemple. Bah eux, ouais, ils ont un développeur interne qui fait tout qui bosse non-stop pendant un an sur le développement, qui a bossé non-stop pendant un an sur le développement, voire 2 ans, je pense, sur le développement du jeu. Ils ont des personnes attitrées, ils mettent les moyens, Hmm. quoi. En France, j'ai pas l'impression qu'on a le temps et les moyens Ouais, de faire de faire ça. ça. C'est quand même risqué, quoi. Et tu le disais, donc tu as ce gros projet, et avant tu parlais, pardon, de tes projets avec Studio H, enfin des jeux qui vont sortir, des jeux plus légers en tout cas, puisque tu parlais d'un party game, d'un jeu de pichenette. Est-ce que ça correspond aussi à ton évolution dont on discutait au début de l'interview, où tu disais, bah, j'étais d'abord très joueur de jeux experts, et puis plus ça va aujourd'hui, plus aussi j'arrive en tant que joueur, à aller vers plus de, parfois aussi des jeux plus légers, enfin, à apprécier plus de légèreté, peut-être plus des formats j'aime pas le terme accessible, mais en tout cas peut-être des formats de jeu qui sont moins contraignants en termes de règles, mise en place, de matériel, de temps, etc. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les. Je laisse. Je laisse un peu la créativité parler. Je pense, j'ai l'idée, si je prends le jeu de Pichenette par exemple, je me suis acheté une imprimante 3D et je me suis dit, ah, il n'y a pas trop de jeux avec des aimants, je vais me faire un jeu avec une imprimante 3D et des aimants. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et je pense que, ouais, comme tu dis, c'est un peu mon tournant de joueur où maintenant je m'intéresse beaucoup plus à tous les jeux qui sortent. Et du coup, ça m'inspire parce que c'est clair que plus on fait de jeux, plus on est inspiré, et plus on a enfin, Hmm. meilleures nos idées seront. Et ouais, je pense que c'est mon changement de profil de joueur qui a un peu fait tourner la balance aussi. Là, j'ai plus l'occasion de faire ce que j'aime et aussi après la première signature, en fait, si j'avais jamais signé mon premier, peut-être que je me serais peut-être arrêté. Et là, en fait, la signature, ça m'a fait peut-être un peu croire en moi, donc je me suis dit, allez, go, Hmm. pousse le truc, et puis ça vient tout seul, quoi. C'est quoi ta dernière grosse claque ludique récemment? Bah, c'est l'As d'or initié de 2024, c'est Faraway. Non, j'ai bien aimé c'est mon petit pronostic, mais ouais, c'est ce jeu-là qui m'a mis une petite claque. Pourtant, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de chance dans le jeu, alors qu'il y en a beaucoup. Il y en a quand même pas mal, mais ouais, les sensations, tout, je trouve que l'édition, tout va bien dans ce jeu. Et ça a été ouais, un peu ma claque ludique. Il y a eu aussi récemment, c'est un jeu japonais de pli, Luz, que j'ai vraiment bien aimé. Luz. J'ai un ami qui est vraiment hyper fan, donc je vais lui en parler. Et ben, je pense qu'il doit connaître. Ça m'a fait une bonne claque ludique, celui-là aussi. Parce que j'aime bien les jeux de pli, et celui-là, je pense que c'est mon préféré. Ouais.
de loin. Bah, je mettrai les liens dans le billet de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as envie de dire encore, un point qu'on n'aurait pas abordé? Non, je pense pas. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout. Juste un petit message, si jamais il y a des auteurs en herbe, il faut croire en vos rêves parce que c'est carrément faisable. Il faut manger du jeu, manger du jeu, manger du jeu. Et c'est comme ça qu'on peut devenir auteur un jour, quoi. Il faut jouer. Et c'est ça. La vie est un jeu, c'est bien. Moi, je ne peux que dire plus un parce qu'effectivement, je pense que il faut jouer à beaucoup de jeux et être toujours curieux de tout. C'est ce qui donne aussi, cette fameuse culture ludique dont on parle, ça apporte énormément, quoi. Même en tant que rien que pour être joueur ou joueuse, c'est déjà super important. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour cette discussion. C'était super cool. Moi, à titre perso, tu le sais, j'ai adoré Ancient Knowledge. C'est vraiment un des jeux. Eh ben, merci à toi. Un jeu qui, à chaque partie, me convainc un peu plus. Ce qui est bien, c'est mieux que les hypes où c'est le contraire, tu sais. Et vraiment, je trouve que super format de jeu et vraiment super sensation. Moi, je trouve qu'il procure de super sensations. Et c'est vers ça qu'on court tout le temps en tant que joueuse, en tout cas. Bah, cette qualité, c'est aussi un peu son défaut, c'est que la première partie, on ne cerne pas forcément tout direct. Alors les règles sont super simples, mais c'est au bout de 3-4 parties qu'on voit un peu plus les tournants aboutissants de tout le truc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent à côté parce qu'ils se disent « Ah bah non, j'ai pas réussi, je comprends pas ». Chaque personne se fait son avis, quoi. Merci encore en tout cas, et puis merci pour cette interview, merci aux auditeurs et auditrices, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai sûrement à Cannes. On fera peut-être une partie dans cette Noël. Avec plaisir. Salut! Salut, merci à toi.